annonce. On a eu une petite coupure internet, pas méchant. Ok, donc là c'est reparti, j'espère que vous allez pouvoir raccrocher de votre côté. Donc pour continuer, donc on arrive sur une zone critique sur laquelle j'espère un rebond de la part donc du Nikkei. Donc on est en bas de canal de moyen terme, sur la ligne médiane d'un canal de long terme, sur une zone de support chartiste. Donc il y a des arguments. Casser cette zone serait quand même un élément assez fort de la part du marché pour nous indiquer que donc il irait plus bas pour les raisons que je vous ai évoquées, donc vague en 5 temps. Ok, on va aller voir maintenant ce qui se passe sur le CAC 40 en mensuel. Donc j'espère que vous avez raccroché au niveau de la vidéo. Alors je vois pas sur le chat, si vous pouviez m'indiquer sur le chat que tout est ok de nouveau pour vous. Alors le CAC 40 eh bien, est dans une configuration un peu analogue sur ce canal également donc de moyen terme, hein, qui est un canal qui a lieu depuis mars 2009. Donc on retrouve la vague 1-2, la vague 3, interdiction entre guillemets de pénétrer le territoire de la vague 1, c'est-à-dire que sur les indices il ne faut pas qu'il y ait une clôture en dessous donc des 4000 hein, finalement. On est sur la partie basse. Pour l'instant, quand on regarde ce graphe, eh bien on voit globalement, ok, donc je vois que vous avez pu raccrocher, donc désolé, hein, petite coupure internet. Yes, all it's ok. Si jamais ça vient resurvenir, bah, vous en faites pas, restez en ligne, et moi je relance tout de mon côté. Donc bon, j'ai réévoqué le yen, j'ai clôturé sur le yen, on sait qu'on est sur un point critique, et bien c'est la même chose sur le CAC 40. C'est-à-dire que sur le CAC 40, vous voyez, on est de nouveau en retour sur le bas de ce canal de régression, un joli canal de régression capé sur les hauts, donc ajusté sur les hauts. Vous voyez également sur le bas, donc on a eu un report d'oblique. Je vous avais indiqué que les 5269 c'était un problème, avec un retracement prévisible, il a eu lieu, on est venu rechercher le bas du canal de moyen terme. Ok, donc maintenant, franchement, le seul plan ici, c'est d'acheter. C'est très difficile de vendre un support, l'arrivée des cours sur un support croisé, puisque c'est un support chartiste, c'est également un bas de canal de régression haussier. D'accord? Et quand on voit cette vague-là, ma foi, pour le moment, on voit du 3 temps. 1, 2 et 3. Donc ici, on a une vague 1. Ok, elle n'était pas extraordinaire, c'est pas une super vague d'impulsion, mais pour le moment, tant que ce bas tient, c'est-à-dire les 3000, alors je vais me mettre plus précisément, les 3892, ça doit être ça, plus bas 3892, tant que ce bas tient, eh bien, on est toujours dans un retracement en 3 temps, avec de meilleures probabilités haussières. Alors là, évidemment, moi je vous parle sur le plan héliotiste, mais j'ai quand même ce canal de régression également pour soutenir quelque part cette conclusion entre guillemets. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai positionné un grand rectangle vert ici. On est dans une zone acheteuse. Et pour le moment, force est de constater que la réaction sur ce support n'est quand même pas extraordinaire. On est bien d'accord. Si on regarde bien les deux dernières bougies, enfin la dernière bougie, donc celle du mois de juin, bon bah le Brexit, il a quand même fait un peu mal. Mais d'un point de vue héliotiste, d'un point de vue analyse héliotiste, tant qu'on ne bat pas les 3881, on reste dans une vague 1-2. Si ça devait être le cas, bon bah c'est que c'est quelque chose, c'est un retracement complexe en W, X, Y. On aurait eu A, B, W, X et puis potentiellement encore une vague en 3 temps. Et ça me contrarierait, ça me contrarierait quand même pas mal, parce que ça veut dire qu'on sortirait de ce canal. Et si on sort de ce canal, et qu'en plus on clôture donc sous ce haut donc des 4121, eh bien c'est tous des comptes qui peuvent être vus, et pour le coup ça veut dire que ça c'était peut-être simplement un retracement en 3 temps A, B, C, avec ici une vague qui était quand même dangereuse.
C'est-à-dire que, pour être clair hein, et transparent, si ça c'est un retracement en 3 temps de cette vague-là, eh bien ça veut dire que potentiellement cette descente qui a eu lieu ici, elle peut se reproduire ici. D'accord. D'un point de vue idiotiste, c'est tout à fait possible, c'est-à-dire qu'on aurait eu 1, 2, 3, 4, 5, bon c'est difficile de compter du 5 temps, mais c'est pas non plus évident de compter du 3 temps là-dedans, mais on a eu quand même une impulsion baissière, ça serait le signe d'un retracement en 3 temps, avec reprise de cette impulsion baissière derrière à venir. Donc ça veut dire qu'avec des indices qui pourraient aller beaucoup plus bas. C'est pas mon scénario privilégié pour le moment, bien au contraire. D'accord. On n'en est pas là. En tout cas, tant qu'on est à l'intérieur de ce canal haussier, alors j'aime bien dire ça parce que c'est un peu la palissade, tant qu'on est à l'intérieur d'un canal haussier, on reste haussier. Mais c'est vrai. Par contre, si on casse ce canal haussier, on entre dans un risque baissier. Beaucoup plus clair. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on l'est encore, parce on peut mécher, réintégrer le canal, mais tout au moins on n'est plus haussier. Voilà, et ça c'est quand même une information. Ça veut dire qu'on passe d'un biais haussier à un biais potentiellement neutre baissier. D'accord. Voilà. Alors, comme dit Alain 41, Draghi et la Fed ne laisseraient pas faire. Alors, est-ce que Draghi ne laisserait pas faire une baisse brutale des indices? Je ne sais pas dire. En tout cas, c'est sûr que cette politique accommodante de la part de la BCE joue en faveur des indices. Pourquoi? Parce que et là, c'est vrai qu'on entre un peu dans le plan dans le fondamental. Euh, Tout ce programme de rachat d'actifs finalement amène à une dépréciation de l'euro USD, et qui dit amène une dépréciation de l'euro USD eh bien amène une amélioration des exportations donc des entreprises qui sont placées dans la zone euro à l'extérieur de la zone euro. Donc si nos exportations s'améliorent à l'extérieur de la zone euro, ça veut dire qu'on a une balance commerciale qui sera bénéficiaire quand au plan global hein, de la zone euro, et donc ça profite à toute l'économie et donc aux entreprises, et si ça profite aux entreprises, eh bien les indices étant un reflet de ce qui se passe donc pour le CAC 40 des 40 plus grosses entreprises, eh bien ça se répercutera donc sur les indices respectifs des différents pays. D'accord. D'ailleurs, on le voit sur le FTSE. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? La livre s'effondre. Eh bien, ça a profité au FTSE, puisqu'il y a une corrélation inverse, simplement parce que si la livre s'effondre, ça va profiter aux exportations, donc des entreprises finalement, aux entreprises du Royaume-Uni, et ça c'est bon donc pour l'indice en question, pour le FTSE. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je vous dis que mon scénario aujourd'hui c'est un scénario haussier jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Donc on est en bas de canal, le seul plan logique c'est de rechercher un achat. Rechercher, vous comprendrez la subtilité, c'est que moi là j'ai, alors soit vous êtes en mensuel hein, évidemment, et en mensuel vous achetez avec des stops sous les derniers bas, les 3000 puis 3800 qui sont ici, ce baquet là, parce que ça veut dire que sinon on est sorti du canal, que on commence à entrer dans des structures d'expansion baissière, donc c'est une façon de faire. Bon, après on peut la jouer un peu plus finement et se dire que le mensuel c'est notre unité de temps stratégique, et que c'est pas forcément cette unité là qu'on trade, et qu'on va essayer de travailler au corps, donc le CAC 40 ou les indices qui vous intéressent un peu plus finement, et là vous commencez à travailler le journalier puis le H4. Le M1 vous donne une guideline, vous savez que ça vous donne une direction, un plan macro, et puis vous allez travailler votre plan macro plus finement dans une unité de temps de travail et dans l'unité tactique. Voilà. Alors, question de la remarque de la part de visiteurs, alors on va regarder ça.
Bonjour à tous et bravo pour vos analyses. Bah écoute, merci beaucoup. Je ne pense pas qu'on puisse avoir des indices boursiers haussiers et l'once d'or toujours au plus haut. L'un des deux doit céder. À noter que l'once d'or reste forte malgré la force du dollar. Qu'en pensez-vous? Alors c'est vrai qu'en ce moment, c'est vrai qu'on parle souvent de corrélation inverse entre les indices et l'or. Bon, je suis pas un fondamentaliste, hein, je suis un technicien, un analyste technique, mais bon, je peux quand même vous dire un petit peu ce que j'en pense. C'est vrai que bon, les actifs un peu comme l'or, mais c'est vrai aussi pour le yen, c'est vrai pour le franc suisse, c'est vrai aussi pour par exemple, les, euh, les- tout ce qui concerne les dettes des gouvernements. Tout ça, c'est des valeurs refuges. C'est-à-dire que quand on entre dans une zone de turbulence, eh bien, le marché a besoin de se rassurer parce qu'il a horreur de l'incertitude. C'est normal, en tant qu'investisseur, on n'a pas envie d'entrer dans de la spéculation, on a plutôt envie d'entrer entrer dans des rendements, dans des actifs qui nous amènent du rendement, d'accord. Et donc, du coup, quand on est dans une zone un peu d'incertitude, on fuit les actifs, ce qu'on appelle entre guillemets risqués, donc bah, les indices, hein, les indices, donc les actions, pour partir vers des valeurs à refuge. Donc l'or est une valeur à refuge, c'est clair. Euh, Maintenant, le rebond qui a eu lieu sur l'or, je l'explique aussi pour des raisons techniques. C'est-à-dire que l'or était descendu tellement bas que c'était super intéressant de se positionner dessus en termes de stratégie de moyen terme. Vous voyez, donc l'or, si je reviens sur l'or en mensuel, quand on est arrivé donc sur les 1075, ça veut dire qu'on avait retracé quand même une bonne partie de tout ce mouvement de hausse. Euh, Techniquement, on est arrivé sur des zones techniques de cluster qui étaient pour moi relativement fortes. Ça faisait quelque temps que j'alertais que ce bas de canal de régression pouvait donner une belle opportunité d'achat sur l'or. D'accord. Alors maintenant, est-ce qu'on ne va pas voir un or qui va monter pour ensuite repartir vers le bas? Bon, je crois pas parce que je pense qu'on a quand même un beau mouvement ici, mais attention, il va vite arriver quand même sur des zones de résistance. C'est-à-dire que les 1400 et les 1544, c'est des grosses zones de résistance sur l'or. Donc on peut à ce moment-là, ça peut aussi profiter après aux indices. Encore une fois, on a des mouvements qui sont inversement corrélés, mais tout est question d'amplitude. Si à un moment donné l'or commence à retracer même sur une amplitude faible, ça peut provoquer des rebonds très forts sur les indices. Donc je suis un peu prudent sur, voilà, sur la gestion, on va dire, de ces corrélations. Tout est question d'amplitude. Maintenant, c'est vrai, c'est quand même une remarque tout à fait justifiée, qu'il faut prendre en tant que, on va dire, en plan macro. En ce moment, il y a quand même plus d'attirance pour les produits, on va dire, dits à refuge, que sur les produits risqués. Il n'y a pas d'appétence sur le risque aujourd'hui sur les marchés financiers suite au Brexit qui amène donc beaucoup d'incertitudes. D'accord. Donc c'est vrai. C'est un point qui est à prendre en compte et qui fait que en ce moment trader les indices, c'est pas le plus simple. Ça, je vous l'accorde. C'est vrai que sur l'or, comme sur les métaux, hein, d'une manière générale, l'or, l'argent, mais même aussi pour moi le cuivre, même si le cuivre c'est quand même c'est un actif qui est beaucoup plus industriel, donc beaucoup plus lié, j'ai envie de dire, à une économie de production. L'or c'est quand même c'est moins utilisé, puis c'est vrai que c'est plus une valeur refuge, le cuivre n'est pas une valeur refuge. Je pense quand même que les métaux, d'un point de vue général, sont sur des zones de rebond. En tout cas, un bon point pour toi, donc visiteur, pour vous. Euh, Malgré la force du dollar, c'est vrai que le dollar reste fort. On constate donc une belle amplitude sur l'or. Donc d'ailleurs, si on regarde l'or un peu plus précisément, vous voyez, on peut même se projeter, hein, on peut faire une projection. Vous voyez ici, on a trouvé un bon support hein, sur les 1200. Et donc en termes d'objectifs, on pourrait, il suffirait de se mettre une expansion. Là, je vais vous le faire comme ceci. Donc l'or a fait un
premier haut vers les 1293 et par report d'amplitude, donc une expansion 100%, ça nous donnerait en termes d'objectif les 1460. Et sur ces 1460, vous voyez, bon ici à peu près on voit qu'on a une zone de résistance, les 1430, et bien on peut potentiellement avoir une butée sur l'or avec un retracement qui pourrait nous emmener l'or de cette façon-ci, avant de repartir, je pense, vers le haut, aller rechercher ce niveau-là. Donc on approche d'une zone de résistance, on n'est plus forcément très très loin. Donc oui, pour l'instant il y a de l'appétence pour ces valeurs à refuge, mais bon, le Brexit est fait, le marché est en train de digérer cette information, donc là il y a de la volatilité qui se développe, et puis à un moment donné le marché l'aura digéré, et là on verra ce qui va se passer au niveau des indices. En tout cas, techniquement, sans évoquer, je vais venir après sur les vues journalières, sans évoquer alors je reviens sur le CAC 40 et après je vais vous montrer le DAX et vous allez voir que c'est pas la même histoire sur le DAX. Sans évoquer les aspects fondamentaux, sur le plan technique, purement technique, on est sur un support de moyen terme et sur un bas de canal de régression de moyen terme. D'accord? Donc après, c'est la raison pour laquelle je vous dis rechercher un achat. Parce que c'est pas encore simple. Pour l'instant, j'ai pas encore de price action claire qui me permet de dire en vue hebdomadaire par exemple que ça y est, on a une poussée claire d'acheteurs. C'est pas évident du tout. Pour l'instant, quand je regarde ces bougies là, on n'a quand même pas de belles impulsions mensuelles. C'est pas très rassurant. D'accord? Ça, c'est sûr. Mais techniquement, on ne peut pas vendre sur ce seuil. Pour vendre, il faudrait qu'on casse le canal baissier et qu'on recherche une zone de pullback pour se repositionner dans la zone de la vente. Pour le moment, c'est soit beaucoup trop tôt pour vendre, et par contre, c'est beaucoup trop tôt pour vendre parce que, ou trop tard plutôt, pardon, c'est beaucoup trop tard. Vendre, d'accord, sur les 5003, ça c'est un point de vente que je vous avais donné, mais là c'est des prises de bénéfices des ventes. Alors si vous avez un solde qui court très bien, vous pouvez éventuellement le garder, mais là pour le coup, il faut vraiment avoir pris des bénéfices parce qu'on est quand même sur une zone potentiellement acheteuse. Voilà. Et donc je favorise une recherche de plan acheteur. Mais c'est pas, les indices ne sont pas les plus évidents. Alors, je vais modérer maintenant ça avec le DAX. Alors, le DAX, je vais vous le présenter. Vous voyez, quand on était sur le CAC 40, on retrouve notre canal ici, donc je vais le mettre à la même échelle, hein. Donc vague 1, 2, 3, avec un beau canal. Quand on regarde le DAX, ce canal, il est là. 1, 2, 3, donc on a une amplitude beaucoup plus belle, et puis ce canal, il s'est cassé. Donc, est-ce que c'est précurseur par rapport à ce qui va se passer sur le CAC 40? J'en sais rien. En tout cas, les bas de canaux, ça se respecte. Parce que même si ce canal avait fini par casser, vous voyez qu'ici, il avait bien fait son boulot en termes de rebond pour aller rechercher la ligne médiane par action-réaction. Donc, le canal de régression avait fait son travail. Donc maintenant, je l'enlève. Si je reprends une vue un peu plus large, on a donc une fourchette d'Andrews et le marché a rebondi sur la zone basse de cette fourchette d'Andrews. D'accord? Alors, une fourchette d'Andrews, c'est bien, ça donne des lignes de support et de résistance, mais c'est pas non plus un canal de régression. Un canal de régression, quand on tape le haut du canal et qu'on vient chercher la partie basse, on a quand même des vrais éléments assez puissants pour rechercher la ligne médiane en termes d'objectif de prix. Et pour l'instant, je n'ai pas vraiment, à part cette fourchette d'Andrews, sur laquelle on est effectivement sur la partie basse, j'ai pas de canal de régression à vous proposer. Si je devais avoir un canal de régression, vous voyez, qu'est-ce que je ferais? J'irais l'ajuster sur les bas qui sont ici. Vous voyez, ici on a eu, la fourchette d'Andrews, elle a été mordue. Donc la première information du marché, ça a été celle-ci. Donc si je devais ajuster le canal de régression sur les bas, vous voyez, on serait à peu près comme ceci. Et donc là, le marché a été rechercher la partie haute, et depuis qu'il a recherché la partie haute, il retrace. Ça veut dire que si je devais trader à l'achat le DAX dans cette vue-là, j'attendrais
encore que le DAX aille un peu plus bas. Vous voyez, pour ça que je vous dis qu'il y a une petite différence d'appréciation entre le CAC et le DAX, mais bon, on est sur, en termes d'Andrews, on est sur un support, on est sur la partie basse, donc je ne peux pas vendre, je recherche un achat. Maintenant, d'un point de vue timing, si je devais d'ailleurs même être tout à fait objectif, vous voyez, bah d'ailleurs je suis objectif, hein. Vous voyez ici, on a vu tout à fait le bas, un bas de marché, et en haut de marché, pile. Vous voyez, quand vous avez ce genre d'ajustement, le marché réagit très bien sur ces reports de trendline. D'accord? Le marché, vous voyez, un petit peu là, cette oblique, hein, c'est une belle droite de régression linéaire. Donc là, il y a les algorithmes, je ne sais pas quoi, qui se sont mis en œuvre, et donc on a un retracement. Ce que je peux vous dire, l'enseignement des canaux de régression, c'est pas de vous dire que le marché va aller là. D'accord? J'ai des contre-exemples pour ça, pour vous dire que non, parfois le marché ne va pas chercher le bas systématiquement du canal de régression. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est pas que le marché va y aller, c'est que si le marché y va, si le marché vient rechercher le bas de ce canal de régression, alors là on a un super point d'entrée. C'est-à-dire que si on est quelque part là, oui, là d'accord, parce qu'on a le croisement d'un support chartiste très, très clair, ainsi qu'un très beau canal de régression. Donc là, oui, c'est un super point d'achat. On n'y est pas. Le problème, c'est qu'on n'y est pas et que je ne suis pas en train de vous dire que le marché va aller le rechercher. D'accord? Donc, je serais plus enclin, moi, à acheter pour traduire ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que je suis plus enclin à acheter du CAC que du DAX en ce moment. Si je devais faire un choix entre les deux actifs, je trouve que le CAC 40 est plus propre, il est plus clair, parce que lui, il est sur son bas de canal de régression. D'accord? C'est clair, on ne peut pas aller plus bas. Si on est plus bas, c'est que j'ai une inversion de biais, c'est que je suis plus acheteur. Alors que sur le DAX, il y a du jeu encore pour aller en bas. Donc, je préférais acheter du CAC 40 en termes de timing. Maintenant, c'est vrai qu'on a cette fourchette d'Andrews qui peut continuer à faire son travail de support. Donc pourquoi pas, mais je trouve ça moins joli. Voilà, je trouve ça moins objectif. Je préfère un bas de canal de régression qui me donne une belle médiane qu'une fourchette d'Andrews qui a déjà montré des contacts et qui est vue par trop de monde. D'accord? Quand un élément est vu par trop de monde, il perd de sa pertinence. Voilà. Alors, donc ça c'était pour le DAX. On va maintenant basculer. Oui, après on va aller voir l'AUD USD, Frédéric. Alors, je voulais aller voir, vous parler du SP500. Bon, le SP500, si je devais vous afficher, si je devais vous montrer la vue linéaire, elle fait peur. Vous voyez, la vue linéaire, on est comme ceci. Là, quand on voit ça, on n'a vraiment pas envie d'acheter du SP. D'accord? C'est vrai, d'ailleurs, quand on voit ça, ça peut expliquer un peu cette zone de blocage. D'accord? C'est vrai que les 2100, le marché a beaucoup de difficultés à les passer. On est simplement sur le haut d'une fourchette d'Andrews. Alors j'ai mon casque qui bip, donc je vais devoir le mettre sur chargeur. C'est possible qu'on ait un son un peu grave qui se mette. Vous me direz si le son est toujours aussi bon. Voilà, j'ai branché mon casque sur USB, j'espère que ça n'amène pas de parasitage au niveau du son. Donc c'est vrai que quand on voit ça, bon, on est sous résistance, c'est dur en fait d'acheter du SP sur ce niveau. Il faudrait qu'on casse la résistance des 2140, qu'on s'affranchisse donc du haut de cette fourchette d'Andrews pour se dire ok, bon bah là il y a une nouvelle, on est en vague 5 clair, il va y avoir une nouvelle impulsion haussière. Mais moi je dis attention parce que les 2280 et les 2250 qui attirent les prix pour moi, qui vont attirer les prix parce que ça correspond à des niveaux d'expansion et des clusters, et les clusters attirent les prix en général, bon bah vont faire résistance. Donc on peut tout à fait avoir une vague 5 ici et puis après une butée sur le SP. Bon. Maintenant, quand je regarde cette vue mensuelle d'un SP qui était au plus bas sur les 650 et au plus haut sur les 2140, je me dis bah peut-être que le marché travaille sur une vue logarithmique. Et c'est pas délirant de se mettre sur une vue logarithmique quand on a eu des pourcentages, un actif qui a eu autant de variations en pourcentage.
D'accord? Pourquoi? Parce que oui, il y a un bruit de fond. Euh, le problème, c'est que si je débranche bon, je vais parler un peu plus fort pour essayer de couvrir un peu le bruit de fond. Le problème, c'est que si j'enlève le chargeur, je pense que mon casque va perdre en énergie. Bon, je vais l'enlever, je le rechargerai à mesure de temps en temps, tant que le casque râle pas, entre guillemets. Donc voilà, pour revenir sur cette vue logarithmique, on voit dans ce cas-là qu'on a du jeu pour aller plus haut. D'accord? Et si je devais mettre un canal également de régression pour modéliser cette vague 3, en le capant sur les hauts, on a une vague 4 qui a été recherchée le bas de ce canal. Vous voyez, c'est par action-réaction, toujours plus simple d'acheter des bas de canal haussiers que d'acheter un milieu ou quelque chose qui se trouve un peu au milieu. Vous voyez, ici, tous ceux qui ont acheté le support dès 1838, donc en août 2015, eh bien, ils ont eu raison dans un premier temps. C'est-à-dire qu'ici, on a eu un retour sur le support, donc il y a eu des acheteurs, puis finalement, le marché a fait un plus bas. Pourquoi? Parce que le timing n'y était pas. Donc, le timing, c'est pour ça que le timing, c'est aussi important que les prix. Le support des 1820, ok, mais ok si on l'achète sur un bon timing. Et c'est à ça que nous servent donc ces fameuses fourchettes qu'on capte sur le haut, parce que quand le marché vient rechercher le bas, on sait qu'on peut se donner tout de suite un retour sur la ligne médiane comme premier objectif de prix. Donc ça veut dire que oui pour le prix, oui pour le support, et oui pour le timing. D'accord? Et donc, dans cette vue logarithmique, c'est vrai que le marché rebute sur le haut, donc sur les 2130. Bon, si on les passe, eh bien, on sera synonyme d'une vague 5, et il y a encore du jeu à ce moment-là pour les rechercher, le haut donc de cette fourchette, cette fois-ci, en vue logarithmique. Donc moi, je reste encore sur ce décompte, une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, et on est donc en vague 5, elle est un peu pénible, mais vous voyez, bon, pour l'instant, les indices américains restent bullish. D'accord? Voilà, donc en conclusion, ce que je voulais vous donner sur les indices, je reste bullish jusqu'à preuve du contraire. Sur le CAC 40, on est sur un support. Sur le Nikkei, on est sur un support, on est sur un point critique. Il faut vraiment que sur le mois de juillet, il se passe quelque chose. Si jamais on vient à percer le canal de régression haussier, ça va être un vrai problème pour moi. Donc à ce moment-là, je réfléchirai de nouveau peut-être sur un nouveau décompte. Enfin, j'essaierai de regarder ce que je peux vous proposer, et à ce moment-là, je rechercherai plus d'achats. Je serai plutôt dans une logique de vente, donc j'attendrai un retracement pour vous proposer des ventes. Pour le moment, je préfère encore vous donner un biais directionnel acheteur. Alors, je vais en profiter puisque j'ai l'euro GBP juste devant moi. On vous rappelait l'euro GBP, cette structure en double bottom ici que je vous avais identifié sur les 0,70, bas de canal de régression baissier, premier objectif ligne médiane, on a buté sur le haut de canal, on a retracé vague 5, on est arrivé par action-réaction sur la ligne médiane de ce canal de régression haussier. J'ai du mal à aller un peu plus loin, mais vous voyez, swing high low, on l'ajuste sur les hauts, on a buté sur la partie basse, les cours sont partis comme une balle, rechercher donc la ligne médiane. Donc quand je vois ça, je peux compter du 5 temps, 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez c'est très clair. On a des belles vagues, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc je m'attends à un retracement sur l'euro GBP. Alors je ne sais pas vous dire s'il va être là, parfois on peut dépasser la ligne médiane, mais elle va jouer comme résistance. Donc je ne serais pas surpris ici qu'on ait un retracement, des prises de bénéfices en fait. Et je pense que si on vient rechercher en pullback, vous voyez par exemple cette zone-ci, donc je ne sais pas dire si c'est ce que le marché va faire, de toute façon j'ai pas envie de le vendre, mais si le marché devait rechercher par exemple cette zone des 0,77, je pense que là il y aurait de nouveau des achats à faire pour aller rechercher des plus hauts sur l'euro GBP. D'accord? Donc pour moi, potentiellement, il faudrait regarder après où se trouve la livre. Est-ce qu'elle se trouve sur des zones de support? Est-ce que l'euro se trouve sur une zone de résistance? On sait que l'euro est en train de faire un triangle, une latéralisation qui amène une cassure baissière derrière. Si la cassure de ce triangle est baissier, si l'euro baisse, les indices vont remonter. Donc moi j'attends que l'euro finisse cette latéralisation pour qu'enfin reparte
un mouvement clair et directionnel sur cet actif, sur cette paire majeure, et qu'on soit fixé sur les indices. Pour le moment, quand on regarde l'euro en hebdo, on est toujours dans ce triangle. D'accord? C'est un triangle un peu pénible, alors est-ce qu'elle est à jour cette vue? Je vous montrerai la vue journalière plutôt. La vue journalière, elle est là. Et après, je vais vous parler du Bund. Donc de nouveau un bip sur mon écran. Il faut que je le recharge. Il va y avoir de nouveau un bruit de fond. Désolé. Alors je l'avais chargé, mais ça n'a pas marché. Donc l'euro USD en weekly. Je vais vous montrer en daily. Voilà. Donc on retrouve ici notre zone de triangle. On retrouve la fourchette qui a cassé. Ça je vais l'enlever, vous y verrez un peu plus clair. Je vais commencer à nettoyer un peu ce graphe, puisque cette fourchette d'Andrews, on va pouvoir la supprimer. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est cette oblique supérieure, cette oblique inférieure. On était en zone de pullback. Je vous avais dit la semaine dernière que là, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était rechercher une vente. Bon je sais que parmi vous, il y en a qui ont tenté des ventes, donc bravo. Mettez-vous maintenant simplement stop 0, parce qu'on peut aussi avoir on peut avoir ce genre de choses, on peut avoir une vague en 3 temps qui viendrait finalement faire un plus haut, donc protégez quand même votre vente, le prix est en retour sur la ligne médiane, donc on peut avoir un rebond sur l'euro USD ou pas, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi maintenant fait cette vague de retracement avec une amplitude, vous voyez, qui repartirait de cette façon-là pour rechercher potentiellement donc une vague E baissière, mais pour le moment on est en train de faire notre vague D baissière, donc A, B, C, D baissière, on aura une vague E, donc on peut encore latéraliser un moment sur l'euro. Donc ça c'est pas, on est en journalier, pas quand je vous montrais les graphes sur les indices, on était en mensuel, donc toute proportion gardée, ça veut dire qu'on peut encore latéraliser sur l'euro jusque fin août, et pourquoi pas après reprendre une baisse à partir de septembre, d'accord? Et donc avoir deux bougies, j'ai envie de dire deux dojis sur les indices, peut-être, et en septembre avoir, je l'espère, de nouveau une poussée acheteuse. Alors, mon casque qui m'embête, je vais vous parler du Bund. Je voulais vous parler du Bund. Donc bon, c'est un peu, je vous ai parlé des indices, c'est à corréler avec l'euro, donc on est logique. On va parler du Bund aussi. Le Bund, je l'aime bien en ce moment. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi. Alors, je vais vous mettre la vue que j'ai en hebdomadaire. J'ai fait un article sur le Bund. Le voilà. Vous voyez, regardez en termes de timing. Alors c'est intéressant le Bund, parce que sur le plan fondamental, il se passe des choses. Le Bund, c'est taux d'emprunt à 10 ans donc pour l'Allemagne. Et il est passé, donc ce taux d'emprunt est passé négatif, c'est-à-dire que c'était pour le coup une bonne valeur refuge pour les investisseurs. S'ils ne savaient pas trop où mettre leur argent, eh bien ils le plaçaient sur le Bund, même si le rendement était proche de 0, c'était pas un rendement négatif. Donc du coup, dans une période d'incertitude, c'est intéressant d'acheter du Bund pour attendre. Vous voyez, c'est pas qu'on veut faire de l'argent, c'est pas que les investisseurs c'est juste qu'en fait ils savent pas où placer leur argent, et quand on ne sait pas trop où le placer, on le met sur des actifs comme ça, parce qu'au moins c'est pas risqué, et du coup on est sur des rendements qui sont pas négatifs. Mais là il vient de passer négatif, donc, et ce qui est intéressant, donc encore une fois, oui, alors le bruit de fond Yoli, c'est juste mon casque qui est sur chargeur, et je n'ai pas le choix, sinon il n'y a plus de casque. Mais bon, dès qu'il est un petit peu chargé, je l'enlèverai de nouveau pour récupérer une qualité sonore qui sera un peu meilleure. La prochaine fois, ça n'arrivera pas. C'est juste le chargement que je fais habituellement n'a pas fonctionné. Je pense que c'est une faiblesse sur mon câble USB. Donc je vais changer mon câble USB. Donc on a en ce moment sur le Bund à la fois les taux qui passent donc négatifs, et surtout des cours qui arrivent sur une zone technique très claire pour moi, puisqu'on est sur le haut d'un très beau canal de régression haussier, avec une belle divergence baissière, et sur un seuil Fibo. Donc on est sur une résistance technique, une résistance héliotiste, on est sur un haut de canal haussier
C'est très difficile d'acheter du Bund sur ce seuil, sur les 170, c'est pour ça 168,10. C'est la raison pour laquelle j'ai placé un joli rectangle rouge. D'accord ? Je pense que le Bund est arrivé sur une zone de retracement. Et si ce retracement a bien lieu, on peut potentiellement avoir ici un top et un top, avec derrière, à terme, une fourchette d'Andrews qui pourra être modifiée en termes de canal de régression, mais quelque chose qui peut s'inscrire baissier avec premier contact, première zone là de recherche, la ligne médiane, et si on passe la ligne médiane de ce canal, eh bien le marché devrait aller rechercher de nouveau le bas de ce canal. Mais le problème du Bund, c'est que si mon décompte est le bon, si on a bien fait une vague 1, 2, 3, 4 et qu'on est en vague 5, parce que cette divergence qu'on a ici de court terme, cette divergence de court terme qui est ici, on l'a également ici. Vous voyez, on l'a également ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en train de faire, donc on a fait 1, 2, 3, 4, on est en train de faire une vague 5, d'une vague 5 de degrés supérieurs. C'est pour ça qu'on a une double divergence. Cette divergence-là, c'est cette vague 5 qui est ici, et la grande qui est ici, c'est cette vague 5 qui est ici. Donc ça veut dire que le Bund peut retracer jusqu'à 50% de tout ce mouvement. Voire même parfois, on peut retracer 61,8. Donc si on devait retracer 50%, vous voyez qu'on sort du canal haussier. Donc j'émets un risque baissier sur le Bund, clairement. Alors on est pour le moment encore en tendance haussière, jusqu'à preuve du contraire, mais je voulais vous donner ces zones techniques, et voyez ce qui se passe en journalier. Donc ça reste du journalier évidemment, je vous montre une analyse de moyen terme, mais en journalier, premier signe que la zone est vue. On a un doji qui se forme sur cette zone. Donc là, moi je pense que cet actif est à mettre sous surveillance rapprochée. Alors, ça reste pour l'instant spéculatif, parce que, vous voyez, on a eu quand même une belle poussée haussière sur le Bund, mais vous voyez où est-ce qu'on est arrivé. Alors, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut faire un top, un deuxième top, on peut refaire ça, vous voyez, et puis on peut refaire un troisième top. On peut refaire des choses comme ça. D'accord ? C'est ce qui peut se passer. Et si on a ce genre de choses, qu'est-ce que vous avez devant vous? Un biseau chartiste. Et vous commencez à comprendre comment se joignent les différentes théories. C'est-à-dire que là maintenant, vous avez une figure psychologique qui indique que le marché n'arrive plus à développer le même momentum haussier que précédemment, et que là, la tendance donc de court terme en journalier est en train de prendre un sérieux plomb dans l'aile, et que quand cette figure-là sera arrivée à maturité, c'est-à-dire qu'à ce moment-là on aura une belle oblique qui va casser, eh bien on aura un signe clair que le marché est en train de nous montrer une action de prix, et que tout pullback sera super intéressant à prendre pour la jouer swing. D'accord ? Voilà. Alors, pour les coupures se produisent toutes les 2-3 minutes. En fait, là, moi, j'ai a priori plus de coupure internet. Alors après, il peut y avoir des coupures de son vis-à-vis du casque. Mais bon, là, tant que vous avez le bruit de fond, c'est que mon casque est en chargement. Donc, c'est intéressant de voir ça parce que le Bund, il y a souvent sur le court terme des mouvements de corrélation inverse avec les indices. Je pense que le Bund, il est arrivé, bon, sur le plan fondamental, il est maintenant, les taux sont négatifs, il est arrivé sur une zone technique de retournement, mais à confirmer pour le moment, d'accord. Pour l'instant, j'ai pas encore de price action qui nous l'indique. On a une zone de prix technique à confirmer, mais je le mets vraiment sous surveillance rapprochée. Alors, je vais terminer ce point marché avec le dollar. Alors, le dollar, écoutez, pour le moment, sa fourchette d'Andrews tient. On a bien pris, vous voyez, appui sur la ligne médiane, mais bon, pour l'instant, on est bullish. Il est difficile à trader sur le seuil actuel. Soit, effectivement, on profitait de la zone d'intervention que je vous avais donnée sur les 11 660, mais c'était très difficile parce que c'était juste la veille du Brexit. Néanmoins, on avait une vraie zone technique, bas de canal de régression, avec formation ici d'un double bottom. On vient de franchir la ligne de coup,
Donc pour moi, le dollar reste bullish. Maintenant, est-ce qu'il va pullbacker, il va retracer un peu plus bas, ou est-ce qu'il va partir en pleine balle? Ça, je peux pas vous le dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'heure, même si je vous avais dit que cette zone-là, c'était une zone de support, ça reste compliqué à trader, mais ça nous donne une boussole. Sur le dollar, on reste a priori haussier. Sur l'USD CAD, vous voyez également, on est pour moi, alors je vais nettoyer un peu tout ça. J'avais dû en fait faire des analyses un peu plus court terme pour des fins personnelles. Bon, si je vous montre ça, on a un canal de retracement, on a une belle impulsion baissière, d'accord, on est en train de retracer tranquillement. Tant qu'on est à l'intérieur de ce canal haussier, eh bien il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas de retracer. Par contre, s'il vient rechercher une zone des 1,34 à 1,36, là on recherchera plutôt des ventes parce qu'on sera sur le haut de ce canal de régression haussier, sur des zones de retracement très importantes de tout ce mouvement d'impulsion baissier. Donc là on recherchera plutôt des ventes avec premier objectif retour bas de canal et puis après des expansions positionnées sur cette vague A et B pour rechercher beaucoup plus bas. Pour le moment, je reste haussier sur l'USD CAD tant qu'on est dans ce canal là et cette fourchette d'Andrews qui est ici. D'accord? Donc là on avait potentiellement un point d'achat, il y a la résistance des 1,31 qui est toujours dangereuse. Alors on va venir maintenant sur l'AUD-USD et je vais terminer sur l'AUD-USD, Frédéric. Alors, l'AUD-USD, pour moi c'est un casse-tête. Vous voyez, quand j'ai des choses qui me paraissent claires, je vous le dis. Quand j'ai des choses qui me paraissent pas claires, je vous le dis aussi. Et là, pour l'AUD-USD, c'est pas du tout évident. Pourquoi? Parce que regardez, ici on a une vague 1, 2, 3, 4 et 5. Donc une vague en 5 temps appelle une nouvelle vague baissière. Donc cette vague-là appelle une baisse. Et en même temps ici, je pense qu'on peut décompter, si je regarde les bougies, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc il peut se passer encore ici un retracement en 3 temps, une nouvelle vague haussière en 5 temps, puisqu'une vague en 5 temps appelle une nouvelle vague en 5 temps, pour ensuite avoir une baisse. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi globalement, si je prends un peu de recul par rapport à ce mouvement-là, une latéralisation finalement. D'accord? Donc l'AUD-USD, il est coincé. En fait, c'est comme ça qu'il faut le voir, pour être schématique. Il est coincé. On est dans un canal de régression baissier. Alors, je vais prendre un petit peu de recul. On est dans un canal de régression baissier. On a buté sur le haut du canal. On a été rechercher la ligne médiane par action-réaction. Vous connaissez ce principe. Et on est revenu buter sur le haut de ce canal. Ok? Donc, on est coincé par la partie haute d'un canal de régression baissier. Et sur la partie basse, on est coincé par cette fourchette d'Andrews qui a montré des contacts tout à fait évidents sur la ligne médiane et sur la partie haute et basse. Bon, c'est pas évident. Donc moi j'ai envie de dire, tant qu'on est là-dedans, pour être chartiste, d'accord, pour oublier, mettre un peu de côté Elliott, si je devais être chartiste, eh bien on est dans un problème. On est ici en train de former une forme de triangle pas terrible, une latéralisation, parce que là on a des informations contradictoires. Et à un moment donné il faut être simple et se dire quels sont les éléments qui bloquent. Les éléments qui bloquent, c'est une oblique supérieure et une oblique inférieure. Et tant qu'on est là-dedans, faut pas le trader l'AUD-USD. Moi je vais vous dire les choses simplement. On peut avoir des décomptes Elliotis qui nous dit qui pour le coup sont un peu paradoxales, parce que là j'ai une poussée haussière en 5 temps, donc ça amène une poussée haussière, mais en même temps j'ai une vague en 5 temps. Donc moi d'un point de vue Elliott, des vagues en 5 temps partout, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire peut-être que le marché il est en train de nous montrer quelque chose de différent, et ça peut être en fait le signe d'une latéralisation qui peut durer. Donc quand c'est comme ça, prenons un peu de recul, et je vais me mettre en mensuel. Et quand je regarde le mensuel sur l'AUD-USD, eh bien mon fameux graphe, on a quand même des obliques de soutien relativement fortes en mensuel. On a cette oblique ici, on a cette warning line qui était là. Vous connaissez le cluster. Je vous avais dit à l'époque, on était en septembre 2015. Je vous avais dit l'AUD-USD, c'est difficile de le vendre ici. Il faut plutôt rechercher des achats. On a une très belle impulsion, un retracement. Ma foi, ça reste difficile